Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale Monaco-Lorient, match pour la 26e journée de Ligue 1, match qui aura lieu à 13 h aujourd'hui, horaire de merde, encore une fois, je le dis, franchement, moi c'est des horaires qui me saoulent de voir des matchs comme ça en tout début d'après-midi, d'autant plus qu'on est le jour de la Saint-Valentin, mais ça c'est encore autre chose. Ça enchaîne après le match de Grenoble qui était déjà en plein milieu de la semaine, une horaire aussi merdique à 14h45. Une horaire qu'on ne pouvait pas voir le match, je n'ai pas pu faire du coup de live sur ce match-là. J'ai pu faire une petite vidéo du coup directement sur YouTube qui a très bien marché. Merci à vous, hein, parce que quasiment 500 vues cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous a autant plu, qu'elle a été autant regardée que ça. Merci aussi, j'en profite pour tous les petits retours sur l'article que le club a fait sur moi en tant que supporter sur les déplacements pour la région Rhône-Alpes. C'était très gentil aussi pour vos messages. Mais voilà, cette fois-ci, on va parler directement du match contre Lorient, pour voir est-ce que Monaco va réaliser ce 8 sur 8 en Ligue 1, ce 9 sur 9 en 2021, parce qu'on a aussi cette victoire très importante en Coupe de France qui nous permet d'accéder au 16e de finale. Mais voilà, on va déjà se concentrer sur la Ligue 1 et voir du coup quel est le programme de cette fameuse 26e journée. On peut voir du coup avec grand plaisir que Lyon a perdu à domicile contre Montpellier. Montpellier qui était dans le mal ces derniers temps. Pourtant, ils sont allés chercher une victoire. Ils ont inscrit un premier but, ils se sont fait égaliser. Ils ont quand même réussi à inscrire le deuxième but. Ce qui est très bon pour nous, parce que ça nous permet d'être à 4 points de Lyon. Et donc du coup, en cas de victoire, on peut revenir sur eux et c'est le début de se dire est-ce qu'on va pas aller chercher le podium. Ce sera clairement l'occasion. Qu'on peut voir donc Monaco quatrième, que j'ai dit 4 points de retard sur Lyon et 10 d'avance sur Rennes. Rennes qui recevra Saint-Etienne. Donc là aussi, un match pas forcément très simple pour Rennes. Donc on pourrait encore en profiter pour creuser l'écart en cas de victoire. Ce serait une très très bonne chose. À noter que du coup, le PSG a gagné déjà et que Lille jouera contre Brest. Donc voilà, un match normalement assez abordable pour eux, sachant qu'ils sont sur la même série que nous, hein, eux aussi cartonnent sur ces débuts d'année et enchaînent les victoires. Et ils nous lâchent aucun point. Voilà ce qu'il y en est sur le haut du tableau. Maintenant, si on regarde un peu plus en bas et qu'on retrouve du coup cette équipe de Lorient qui est actuellement la première équipe qui serait non reléguée du classement, 17e. À noter que les deux derniers s'affrontent, donc pour eux c'est très intéressant parce que du coup s'ils arrivent à récupérer des points à Monaco, ça leur permettrait de prendre de l'avance sur un de ces deux clubs, sachant que Nantes se déplace en plus à Angers, avec un nouveau coach certes, mais voilà, les déplacements à Angers sont jamais simples, c'est toujours des matchs très compliqués à faire, donc ils peuvent aussi espérer prendre des points sur Nantes et un peu se sauver, partir de cette relégation, parce qu'en ce moment ils tournent très bien. Oui, il y a eu une période, voilà, c'était une équipe qui enchaînait les mauvais résultats, mais là depuis 5 matchs c'est beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Du coup ils sont en Ligue 1, c'est 4 matchs, mais il faut compter aussi leur qualification cette semaine en Coupe de France contre le Paris FC. Donc voilà, 5 bons matchs, ils ont retrouvé une meilleure forme, des meilleurs résultats. On le verra tout à l'heure qu'on parlait de statistiques, c'est une équipe qui réussit énormément bien les secondes mi-temps, qui les gagne pratiquement toutes. Donc voilà, une équipe sur laquelle il faudra faire attention. C'est pas parce qu'ils sont au fond du classement que c'est forcément un match gagné d'avance. Voilà, maintenant, on va pouvoir parler du groupe monégasque, savoir le groupe qui a pu convoquer Kovac, un groupe de 21 joueurs. De voir, donc un joueur ira en tribune. Côté absence, pas trop de surprise. Gelson Martins, qui est toujours absent depuis un bon petit moment maintenant, qui le sera encore un bon petit moment malheureusement. Auquel vient s'ajouter du coup Goebbels, qui s'est blessé à Grenoble, donc il était prévu de jouer à ce match-là, donc ce qui à mon avis explique la titularisation de Diop, qui pour moi aurait dû être de repos sur ce match-là et qui du coup a été titulaire. Je pense clairement que Goebbels était prévu pour jouer à son poste en tant que titulaire et du coup devant son absence, parce qu'il a dû se blesser juste avant le match, parce qu'il était dans le groupe et il était même en tribune. On n'a eu que 6 joueurs sur le banc. Donc du coup, il nous manquait un joueur. Donc voilà, pour moi, il s'est blessé. Il aurait dû être titulaire et avoir du temps de jeu. Malheureusement, pour lui, il se blesse un peu au mauvais moment. Seul moment où il aurait pu un peu gratter du temps, parce que ça va être compliqué pour lui pour la suite. Voilà, parmi les autres absences, on retrouve toujours les Lofter, Aïd Benasser et Grand Cyr, dont on n'a pas réussi à se débarrasser, qui seront là, à mon avis, dans cette case-là quasiment toute la saison, hormis Hécatombe, ce qu'on espère surtout pas. Dans les milieux de terrain, on retrouve aussi Milo et Fiorentino qui ne sont pas du coup reconduits. Milo après un très bon match, à noter à Grenoble. Mais voilà, bon, il y a d'autres joueurs clairement devant lui et qu'il n'y a pas forcément besoin de lui. Et puis voilà, au niveau des gardiens, seulement 2 gardiens convoqués, ce qui est classique pour un match à domicile.
même si habituellement c'était Mannone qui était sur le banc à domicile et Majecki en déplacement. Il semble que le gardien polonais ait pris clairement le dessus et que ce soit lui maintenant la doublure un peu officielle de Lecomte. Voilà, ça fait 3 matchs de suite qu'on ne voit pas Mannone dans le groupe. Concernant du coup les éventuelles suspensions, donc si un carton jaune intervenait sur les 4 joueurs qui sont potentiellement suspendables, la suspension serait le match contre Brest, pas le PSG, hein, qui est le prochain match. Forcément, le temps que la commission se réunisse et que la décision soit décalée au mardi d'après, ça tomberait pour le match de Brest. Donc les joueurs qui sont potentiellement suspendables, c'est Maripane, auquel il reste un seul match, c'est le dernier, tout comme Volante, c'est leur dernier match. Donc attention, surtout pour Maripane, parce que du coup, c'est un poste qui est beaucoup plus à risque, et on leur a comparé à l'arbitrage, c'est encore plus à risque avec l'arbitre qu'on a. Et ensuite, on retrouve du coup Badiachil qui a pris un carton jaune au dernier match, auquel il lui restera donc 3 matchs à purger avant d'enlever le premier de de cartons jaunes sur sa période de 10 matchs, je vais arriver à le dire. Et le dernier, c'est Diatta, qui avait pris 2 cartons jaunes dès ses 2 premiers matchs, qui lors des derniers matchs a risqué d'en prendre un à chaque fois, même contre Grenoble de son entrée, il a fait quelques petits coups qui étaient un peu limite, le carton jaune n'était pas loin encore une fois. Et voilà, il reste encore 5 matchs, ce qui à mon avis semble compliqué pour lui. Voilà ce qu'il y en a en cas du groupe monégasque, rien d'autre à dire de particulier. On retrouve tous les joueurs qui étaient du déplacement à Grenoble, mais logiquement c'est bien, ça a pu faire reposer pas mal de monde, et on aura j'espère des joueurs bien frais sur le terrain. Maintenant si on regarde du coup sur le groupe, de notre adversaire qui a été sélectionné, on retrouve un groupe assez classique sur les dernières rencontres. Le groupe qui du coup a fait des bons résultats ces temps-ci, même s'il y a 7 absents, hein, quand même pour blessure dans ce groupe, plus 2 qui sont des choix de l'entraîneur. Qu'on regarde bien, euh, qui est suspendu contre Paris. Je crois que personne n'est suspendu pour l'instant contre le PSG. On n'a pas eu de suspension depuis un petit moment. Du coup, si on regarde bien sur le groupe de Lorient, il y a 4 absents notables que j'ai retrouvés. Donc Nardi, déjà, qui était le gardien titulaire sur tout le début de saison, qui a été blessé et malade aussi, a priori les deux. Là, il est en phase de reprise, donc il n'est pas encore dans le groupe. Il est remplacé par Dreyer, qui semble plus faire des meilleurs résultats, hein, qu'on voit la série, même sur le pourcentage d'arrêt, ça semble être un peu mieux. Donc il y a peut-être possibilité que Nardi ait du mal à récupérer sa place de titulaire. Ouais, ça, je pourrais pas en dire bien plus, que c'est pas trop mes affaires côté l'orienté, je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, il ne sera pas là avec déjà 18 matchs à son compteur. On retrouve aussi Le Goff qui avait joué 14 matchs en tant que titulaire en plus, donc un joueur assez important du début de saison qui n'est pas là depuis un petit moment. Diarra Margot, c'est des joueurs plutôt de banc qui font des rentrées en jeu, qui ont joué 9 matchs chacun en Ligue 1, donc pas énormément de matchs. Les autres absents sont des joueurs qui ont quasiment jamais joué, c'est pour ça que je ne les ai pas notés, pas trop d'importance sur ces absences-là. De toute façon, comme je l'ai dit, on retrouve le groupe assez classique, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'absence notable côté lorientais. Les statistiques du coup entre les deux équipes, on va commencer tout de suite par l'AS Monaco avec une très très belle série, comme on l'a dit. Voilà, ça fait 10 matchs maintenant du coup qu'il n'y a pas eu de défaite, donc du coup plus de rouge sur notre graphique. Il reste que ce match contre Saint-Etienne, match nul, en espérant arriver à le faire sauter. Ce sera vraiment très plaisir d'avoir 2 petites victoires contre Lorient et surtout contre le PSG. Maintenant on n'en est pas encore là, on va déjà se concentrer contre Lorient et essayer d'arriver à avoir cette victoire-là, ce qui nous ferait très plaisir. Monaco à domicile, forcément, c'est super. C'est l'une des meilleures équipes à domicile, la deuxième pour être exact. C'est une seule défaite, 8 victoires et 3 matchs nuls. Cette défaite, c'est contre Lens, hein, on se rappelle bien, parce qu'elle est assez sévère en une mi-temps sans prendre 3. Ça arrive pas tous les jours, donc on ne l'oublie pas. Mais depuis ces 3 victoires et le match nul contre Saint-Etienne, donc on peut voir encore dans les graphiques, ça suivi après de 3 victoires. Donc voilà, on est vraiment très très performant à domicile, on lâche pas grand-chose. On a la deuxième meilleure attaque du championnat avec 2,33 buts inscrits à domicile. Donc c'est très généralement 2-3 buts qui sont inscrits, surtout contre ce genre d'équipe là, qui sont bas classement et qui ont des difficultés en défense. Donc on peut s'attendre normalement à avoir du but, sachant que nos attaquants sont tous reposés. En fait, il y a que Diop qui n'a pas été mis au repos parmi les offensifs, on va dire. Et Golovin qui est aussi rentré en jeu. Sinon, Ben Yedder, Voland ont pu souffler un petit peu. Bon, même si ça reste quand même un match par semaine pour eux, hein, donc c'est pas non plus un gros repos, mais ça fait toujours du bien, surtout pour Ben Yedder. Je pense qu'il avait besoin un peu de se reposer. Défensivement, par contre, là, c'est soit à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours les mêmes soucis. On est 10e équipe à l'extérieur, 1,25 de mémoire de but encaissé, que j'en trouve 1,25, c'est ça. Donc on le sait, on va prendre un but contre Lorient, on le sait très bien. En plus, Lorient marche un peu mieux offensivement ces temps-ci. Le match aller, on l'a bien vu, on en a pris 2.
on se doute que forcément ils vont nous faire 3-4 frappes cadrées et qu'il y en a forcément une ou deux qui vont finir au fond des filets parce qu'on est incapable d'arriver à être décisif dans les cages. Même notre défense laisse passer beaucoup trop d'occasions et du coup met en danger notre gardien qui a du mal. Donc voilà, attention à cette équipe orientaise qui revient très bien. On va pouvoir voir un peu leurs statistiques, même si je vais vous donner les statistiques générales de leur saison, donc elles vont pas forcément être bonnes. Mais si on commence à regarder de plus près leurs résultats, c'est bien mieux depuis quelques matchs. Du coup, Lorient, forcément, c'est la pire équipe en déplacement. Une seule victoire cette saison, après 3 matchs nuls, donc c'est même très peu, 7 défaites au total. Ils sont sur une série de 7 matchs en victoire en déplacement. Il y a quand même 3 nuls dessus, donc voilà, c'est pas non plus que des défaites. Ils sont un peu mieux ces derniers temps, comme on peut le voir sur leur graphique. Ça reste une des pires attaques, 19e, 0,91 buts inscrits par match, on parlait très peu de buts inscrits. Mais déjà, c'est moins le cas sur les derniers matchs. On peut le voir qu'il y a une période au milieu de saison, là, un peu au niveau de l'automne, une période où ils ont enchaîné des matchs où ils inscrivaient 0 but sur une dizaine de matchs. Voilà, il y a qu'un petit pic de 3 buts sur un match, sinon c'est aucun but inscrit, donc ça leur fait forcément très mal sur leur moyenne. Sur les derniers matchs, voilà, ça inscrit déjà un peu plus de buts. Et surtout, quand on regarde les matchs contre qui ils ont joué, c'est pas non plus que des clubs relégables. Ils sont allés chercher des points au PSG, contre Rennes, contre Reims et contre Dijon, certes un peu moins bien, mais voilà, ils ont aussi fait des résultats contre des grosses équipes. Donc voilà, attention. Offensivement aussi, 15e attaque, 15e défense, pardon, avec 2 buts encaissés en moyenne. Ça va un petit peu mieux, même s'ils ont tendance toujours à encaisser à peu près 2 buts par match sur leur dernier match. Donc voilà, ça laisse comme des opportunités offensives. Je pense qu'on va retrouver un peu à l'image du match aller, un match très ouvert où ça va avoir des scores un peu plus faibles, où on va avoir pas mal de buts inscrits par ces deux équipes. Voilà, sur les statistiques, on peut rajouter qui ne sont pas présentes là sur les graphiques. On peut noter que c'est la 19e équipe en termes de possession. Lorient, c'est vraiment une équipe qui lâche complètement le ballon, à peine 43% de possession. Là où Monaco, c'est complètement l'inverse. Ils sont 7e du classement avec plutôt une équipe qui joue avec le contrôle du ballon. Donc voilà, c'est une équipe qui va laisser clairement le ballon sur ce match-là. Donc ce sera à nous d'aller chercher ces occasions et d'inscrire le maximum de buts pour éviter de s'en prendre en contre. Parce que de toute façon, on va pouvoir le voir avec leur tactique, c'est une défense à 5 qui va être alignée. Et donc ça va jouer surtout en contre-attaque. À noter aussi que c'est la pire équipe au niveau des passes, avec 77% seulement de réussite. Donc vraiment une équipe qui a un très mauvais jeu, on peut le dire. Et du coup, face à Monaco, qui est une équipe qui a tendance à presser son adversaire très rapidement, et donc à le pousser à faire des fautes, normalement on devrait énormément récupérer le ballon dans leur surface. Donc voilà, c'est des signes qui sont assez positifs pour Monaco, qui devrait normalement rencontrer un adversaire qui réussit bien pour leur inscrire beaucoup de buts, mais du coup on va forcément avec ce pressing très haut se dévoiler de plus en plus et laisser des opportunités en contre-attaque. À nous de faire attention à ne bien les cerner avec ce nouveau système avec 3 défenseurs maintenant centraux, ne pas trop se laisser prendre dans les espaces surtout, et prier du coup pour que le compte nous fasse enfin un match où il fait des arrêts et surtout des arrêts décisifs plutôt, ce serait un peu mieux. Voilà ce qu'il en est en tout cas sur les statistiques de ce match-là. On va pouvoir faire un petit point sur l'historique entre les deux équipes. 25 matchs déjà joués entre les deux équipes. Ce sera le 26e, largement à la faveur de Monaco, puisqu'on a 52% de victoires. Donc largement plus de victoires que de nulles défaites. Même à domicile, c'est encore mieux. C'est 73% de victoires à domicile. On est assez serein normalement qu'on rencontre Lorient. On peut le voir sur les 5 dernières rencontres, c'est 5 victoires. La dernière à domicile, c'était en Coupe de la Ligue. Victoire 1-0, on se rappelle avec le fameux but de Biancone, la belle frappe enroulée qu'il avait marqué, qui nous avait offert la qualification sous l'ère Henry. On se rappellera bien. Noter du coup voilà, c'est notre série, c'est ça, c'est 5 victoires contre toute compétition et tout stade confondu, en espérant du coup que cette série continue contre eux. Petit point du coup sur les compos médias, elles sont toutes fraîches, elles sont de ce matin, l'équipe est ce matin nous les ont sorties. C'est du copier-coller quasiment. On retrouve 21 joueurs identiques sur les 22. Donc voilà, il n'y a pas de surprise dans le monde qui est attendu, même si moi j'ai tendance à dire que c'est là que normalement Kovac nous surprend en nous mettant un joueur qu'on s'attendait pas du tout. Côté Monégasque, on retrouve quasiment le même 11 que contre Nîmes. Il n'y a que Balotouri qui n'est pas là et Enrique qui serait titulaire à sa place, ce qui paraît tout à fait logique quand on voit que c'est ce jour-là qui était présent du coup en conférence de presse. Donc je pense, hormis, voilà, il y a peut-être des petits doutes sur Ben Yedder qui serait remplacé par Jovetic. Sur la conférence de presse, Kovac a laissé un peu planer le doute là-dessus.
Personnellement, je pense pas. Je pense qu'on va aller chercher à aligner nos 2 meilleurs joueurs. On va pas laisser Ben Yedder ne pas jouer pendant, 2 semaines avant d'aller rencontrer le PSG. Il faut voilà qu'il garde du temps de jeu, on a besoin de lui sur ce genre de match-là. De toute façon, il faut qu'il retrouve de la confiance et inscrive des buts dans le jeu. Donc je pense qu'on va vraiment clairement attendre à cette compo-là. Vous pourrez voir sur mes pronos ASM, c'est la compo que moi j'ai mis aussi. Maintenant, si on regarde du côté lorientais, donc il y a un seul joueur de différent, donc c'est Wissa, l'ailier gauche, du coup, qui est pour l'équipe, ce serait plutôt Lefebvre qui jouerait à sa place. Bon, personnellement, je pense plus qu'on retrouve Wissa comme titulaire. Euh, voilà, donc la tactique, celle qui est utilisée depuis 3 matchs maintenant, avec une défense à 5, avec du coup donc Panardi dans les cages, mais Dreyer qui serait le titulaire. Voilà ce qu'on peut dire. Les menaces, il n'y en a pas énormément, hein. Les meilleurs buteurs du club, bah, du coup, c'est Wissa et Mofi qui sont tous les deux à 6 buts, hein. Mofi qui nous avait inscrit un des 2 buts euh, au match aller. Après, on retrouve c'est Amel qui a 4 buts, qui sera sur le banc vraisemblablement. Côté passeur décisif, pas grand chose à ressortir, parce qu'ils sont 5 joueurs à avoir fait 2 passes décisives officiellement. Donc pas de joueurs vraiment menaçants, un peu comme de notre côté où on a un volant qui est à 7 passes décisives sur les documents en tout cas de la LFP, et il est annoncé comme étant le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 passes décisives. Bon, c'est un peu bizarre que sur leur site internet ils mettent pas la même chose, alors que sur leurs documents médias ils indiquent ça. Mais bon, ça a toujours été un souci. On va pas revenir forcément là-dessus. Voilà, bah, c'est ce qu'on peut dire en tout cas sur les compositions d'équipe pour ce fameux match. Petit point sur l'arbitrage, comme je le disais, c'est pas forcément bon signe pour nous. Sur les dernières vidéos, à chaque fois, je disais, bon, ça va, on a un bon arbitre, fait partie de ceux qui ont été le mieux notés. Là, c'est plutôt complètement l'inverse. C'est un arbitre qui est le moins bien noté, Benoît Millot, qui nous a très très peu réussi, surtout sur les débuts. Donc on peut voir qu'il est 15e dans le classement des notations depuis 2016, inférieur à 5 de moyenne en plus. Donc voilà, très très peu de bonnes notes. Surtout si on regarde les arbitres qui ont eu 10 matchs sur cette période-là, donc vraiment ceux qui ont vraiment pas mal de notes qui permettent d'avoir une moyenne qui ont du sens, bah c'est le dernier, c'est le 9e, c'est le pire arbitre qu'on ait sur cette période-là. Même si on peut regarder, j'ai ressorti ses derniers matchs, c'est un petit peu meilleur. Il nous a déjà arbitré cette saison pour le match à Marseille, donc voilà, pas forcément une bonne note. J'ai essayé de me rappeler, j'ai pas trop souvenir vraiment d'une très très grosse erreur de sa part, quelque chose qui a été marquant, qui fait qu'il a eu une note déjà assez basse. Je pense que c'est plus le match dans l'ensemble qui nous avait fait un peu rager et avoir une note assez basse. Je rappelle, il n'y a pas que les notes de Twitter, il y a aussi ceux de l'équipe et de ce matin qui comptent dans cette notation. Notez que c'est lui qui a arbitré le dernier match de Monaco-Lorient en Coupe de la Ligue. Plutôt bon arbitrage, il a eu un 7 sur 10, c'est plutôt une bonne note. Donc, comme je disais, c'est un arbitre qui a tendance à sortir beaucoup de cartons, jaune en rouge, ça va, on n'a pas eu tant que ça par lui. Donc voilà, attention surtout pour Maripane, pas qu'il se fasse suspendre alors qu'il ne reste qu'un match. Voland aussi, même s'il y a moins de risques en termes d'attaquant de prendre un carton. Euh, voilà, voilà. Les pronos SM, du coup, qu'est-ce que j'ai bien pu mettre comme résultat? Bah, le 11, comme j'ai dit, pas de surprise, hein. Je suis reparti exactement sur la compo que annoncent les médias aussi. Enfin, c'est celle que j'avais prévue. C'est celle que, bah, quand j'ai regardé hier les saisies de la 150 joueurs qui avaient déjà fait leur saisie, c'est 70% des joueurs avaient fait cette saisie-là aussi. Donc, très peu de surprises attendues. Hormis s'il nous sort du chapeau un Jovetic à la place de Ben Yedder ou Voland. Mais ça paraîtrait vraiment très, très surprenant. Aguilar a fait un bon match, mais pas de là à être vraiment titulaire sur ce match-là. Donc je pense qu'on va repartir sur cette équipe qui finalement a quand même mis 4 buts à Nîmes, qui certes a pris l'eau défensivement, mais offensivement a quand même allé chercher les buts et chercher la victoire. Donc bah, pas de surprise à mon avis à attendre de ce côté-ci. Mon prono, bah voilà, match ouvert 3-1. J'hésitais avec le 2-1 pendant un bon moment, parce que je me dis que Lorient arrive à mieux contenir en tout cas les attaques. On a pu voir du coup qu'ils n'ont pas non plus pris l'eau complètement contre le PSG, ni contre Rennes. Donc voilà, j'ai hésité fortement, mais bon, voilà, Monaco offensivement, c'est très très fort en ce moment. Donc je pense que ce sera un match assez ouvert aussi. Donc 4 buts, victoire forcément, Monaco, parce qu'il la faut cette victoire. C'est pas le moment d'aller perdre des points contre un 17e, même si leur meilleure forme, nous, on est sur une forme extraordinaire. Faut pas qu'on tombe dans la facilité en se disant, bah voilà, les buts ils vont arriver, le match il va être facile, prendre d'eau l'adversaire. Non, non, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. C'est justement ce genre de match-là où les stats elles tombent. C'est ce genre de match où on va perdre alors que tout est fait pour qu'on gagne. Donc attention à pas se faire surprendre.
Est-ce que Monaco va gagner les 2 mi-temps? C'est-à-dire qu'est-ce que le score individuel de chaque mi-temps permettra à Monaco d'être devant? J'ai choisi de mettre non, même si avec 3-1, on pourrait croire que oui. Je compense en fait le fait que je m'attends à un match peut-être plus sur un 2-1. Donc du coup, je compense sur mes pronostics en essayant de récupérer des points ici si j'ai pas le 3-1. Après, j'ai regardé les statistiques de Monaco sur les 8 derniers matchs. C'est 4 fois où on a pris du coup la victoire en première mi-temps et en seconde mi-temps, donc une fois sur deux. Par contre, les stats de Lorient, c'est complètement à l'inverse. Et là, ça m'a assez étonné. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, c'est 3 matchs nuls, 5 défaites. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est eux qui inscrivent le plus de buts et qui ferment la baraque derrière. Ils en encaissent très très peu. C'est 6 victoires, un nul et une défaite. Donc vraiment une très très bonne équipe de seconde mi-temps. Donc attention sur ce match-là à pas trop s'endormir, à pas être trop fatigué, parce qu'on a une équipe qui a tendance à faire un gros pressing et du coup les fins de match vont des fois un peu plus compliqués pour nous. Donc voilà, ne pas d'encaisser de buts sur cette fin de match, parce que voilà, on est une équipe de Lorient qui est plutôt forte là-dessus. Donc voilà, je m'attends en plus que Monaco essaye de bien prendre cette première mi-temps, d'aller chercher un 2-0, peut-être un match nul sur cette deuxième mi-temps. C'est pour ça que j'ai choisi le non. Côté Arès, est-ce que le compte du coup va faire plus d'arrêt? Ah, j'ai laissé Nardi. Toutes mes excuses que c'était la première question que j'avais mis au début. Je trouvais ça marrant du coup de poser le gardien Monégas et l'ancien gardien Monégas. Du coup non, c'est bien Dreyer, hein, j'ai changé la question depuis. Du coup, bah, moi, je réponds par non, parce qu'au niveau statistique, bah, Dreyer, c'est 65% d'arrêt et 2,6 arrêts par match. Le compte, c'est 53% d'arrêt et 1,3 arrêts par match seulement. C'est assez ridicule. Et je m'attends à plus à ce que Monaco fasse un très grand nombre de frappes cadrées, donc du coup mettre plus Dreyer à l'exercice pour qu'il puisse faire plus d'arrêts. Alors que je pense du coup bah Lorient va certes jouer en contre-attaque et aura quelques opportunités, mais ce sera pas non plus énorme. Donc du coup statistiquement, Dreyer a plus de chances de faire des arrêts que le compte, sachant qu'en plus le compte a plus tendance à encaisser des buts que Dreyer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le non. Concernant du coup l'homme du match, comme souvent à domicile contre des équipes qui défensivement prennent un peu l'eau, je choisis Ben Yedder, parce que du coup c'est notre joueur phare, c'est notre meilleur attaquant, celui qui en plus n'a pas été extraordinaire sur les derniers matchs au niveau des buts inscrits statistiquement. Donc c'est pour ça que je vois plus briller aujourd'hui. J'ai réussi à en faire 2 sur 3 sur les derniers matchs. J'aimerais bien rester dans le plus de 50% sur ce match-là. Ça ferait plaisir que Ben Yedder réussisse aussi. C'est lui qui est largement sélectionné, plus de 40% aussi sur les pronos ASM. Ça paraît assez logique sur ce genre de match. Lui qui est à la tête de notre attaque, qui puisse avoir plus de facilité. Voilà. Bah, du coup, maintenant, on va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. Vous avez des petites questions à poser, allez-y, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre pour pouvoir discuter un peu avec vous. J'en profite le temps que vous me posiez un peu des questions et après que je remonte un peu le fil, parce que j'ai vu qu'il y en a eu pas mal au fur et à mesure. De vous rappeler du coup qu'il y aura un débrief radio diagonale juste après le match, hein, donc de bien nous suivre sur Twitch, la vidéo sera bien sûr sur YouTube ensuite. L'horaire, je ne saurais pas forcément vous le dire, c'est pas encore tout à fait calé en fonction de nos disponibilités à tous. Peut-être ce sera juste après le match à 2, peut-être qu'on aura un troisième avec nous et du coup ce sera un peu plus tard dans la soirée, vers la fin d'après-midi. De toute façon, il suffit de vous abonner à la chaîne de Radio Diagonale sur Twitch. Vous avez la notification dès qu'on commence à lancer le live, même si on va bien sûr vous prévenir sur les réseaux sociaux aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, si je reviens sur les petites questions, qu'est-ce qu'il y a pu avoir de poser? Match piège à nous de marquer le plus de buts que l'adversaire, oui, c'est ça ce qui risque de se passer. C'est vraiment le genre de match où ça va être assez ouvert, à mon avis, où Lorient aura des opportunités. Donc à nous vraiment d'aller chercher un peu comme contre Nîmes, à marquer plus de buts que l'adversaire. De toute façon, c'est ce qui compte. On va pas se le cacher que le goal average il est tellement mal parti que c'est pas maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir. Donc plutôt essayer d'enchaîner les points et les victoires que de réfléchir à bien défendre. Essayons de marquer surtout en premier lieu. On marquera sur coup de pied arrêté. Oui, c'est vrai que en ce moment, on est vraiment une équipe qui est très très forte sur ce genre de domaine-là. Sidibé fera du match normalement, donc en plus, je trouve que c'est une très très belle arme. Je trouve qu'il tire vraiment à merveille les corners, vraiment fort et tendu dans la surface. On a pas marqué pas mal de buts suite à ce genre d'action, pas forcément en premier instance, mais des fois en second ballon.
idem sur les coups francs aussi, je trouve qu'il a une très belle frappe, même s'il y a pas que lui qui tire. Badiachil aussi nous en tire quelques-uns, Ben Yedder forcément, sur son magnifique, coup franc dernièrement, ou Jovetic. Donc voilà, on a vraiment des armes sur le coup de pied arrêté. Ça fait très, très plaisir parce que, au niveau des corners, on a vécu, quelques saisons où on n'en marquait aucun franchement. C'était assez rageant de voir qu'ils étaient aussi mal tirés et qu'on marquait pas de but. On a un point de moins que tous nos adversaires à cause du goal average, oui, oui. Ça, c'est triste et ça va être, à mon avis, ça va pas trop changer. Ça, je crois que l'écart il commence à être assez conséquent, donc pour aller le chercher, ça va être dur. Ou alors, il faut vraiment qu'on trouve une stabilité défensive ou que le compte nous retrouve à un niveau qui était le sien il y a quelques saisons maintenant pour vraiment avoir une assise défensive beaucoup plus stable et essayer d'encaisser beaucoup moins de buts tout en continuant à avoir cette facilité offensive et en inscrivant toujours 2-3 buts, ça nous permettait de remonter un petit peu. Mais c'est sûr qu'à égalité de points, à mon avis, on aura du mal à aller gratter la place. On est bon sur les seconds ballons, on voit l'envie des joueurs. Oui, bah, c'est aussi la tactique de Kovac qui est de beaucoup presser l'adversaire dès qu'on a une perte de balle. Donc voilà, tout le système se met en place pour tout de suite essayer de récupérer le ballon, mettre du coup la pression sur le joueur pour qu'il perde le ballon ou aller même directement lui récupérer dans les pieds. Donc on récupère pas mal de ce genre de ballon, même si sur les corners du coup il y a des dégagements de l'adversaire, on va très très vite essayer d'aller les récupérer. Et ça fait vraiment très très plaisir. Alors c'est le genre de tactique que j'aime beaucoup. En plus, voilà, un jeu qui fait qu'on est toujours en train de mettre la pression à l'adversaire, toujours en train de jouer dans son côté, même si bah voilà, on se prend des buts d'aide derrière en contre-attaque, c'est toujours rageant. Mais voilà, c'est le style de foot que j'aime beaucoup. Diatta va jouer à la place de Diop. C'est vrai que Diop a encore joué, donc c'est le joueur qui est le plus utilisé par Kovac. Hein, c'est le seul à avoir joué quasiment tous les matchs cette saison. Est-ce que Diatta va pouvoir jouer? Je trouve que les rentrées de Diatta sont pas énormes. Bon, je vais pas aller plus loin sur lui, parce qu'après on va dire que je m'acharne alors que le pauvre il vient juste d'arriver et que il n'y a pas non plus grand chose de mauvais à dire sur lui, mais j'ai pas trouvé ces matchs pour l'instant vraiment phénoménal, très loin de ce qu'on a pu voir sur ce qu'il faisait au Cercle de Bruges. Bon, il vient d'arriver, il faut qu'il se mette dans l'effectif, il faut qu'il apprenne à jouer aussi le style de jeu de la Ligue 1 qui est très différent du jeu belge. Voilà, pour moi, il faut lui laisser du temps. Et personnellement, je ne trouve pas que ce soit un titulaire en puissance pour l'instant. Il ferait mieux de faire des rentrées. Son jeu, en plus, est plus favorable à ça. Il a un jeu assez rapide et technique, donc il peut vraiment faire mal aux défenseurs sur des entrées en jeu quand il commence à être fatigué. Donc, personnellement, je préférais largement voir Diop et revoir le système avec Golovin Diop sur le terrain. Et merci pour ces stats. Que penses-tu de nos stats défensifs? Beaucoup de buts et peu d'occasions concédées. Oui. Oui, bah, notre défense est quand même assez bonne parce que voilà, on laisse très très peu d'opportunités à l'adversaire. Alors certes, quand on lui laisse l'opportunité, normalement c'est des très très bonnes opportunités. Il se retrouve dans des situations assez idéales. Du coup, le compte il prend pas non plus il prend pas des buts de casquette non plus. Hein. C'est pas, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus ça. Généralement, la plupart des buts, bah, on se dit que le ballon il est assez loin de lui et que c'est un arrêt très compliqué à faire pour qu'il le prenne. Ce qu'on lui reproche, donc moi ce que je lui reproche surtout, c'est de ne pas aller chercher des arrêts exceptionnels comme le font certains gardiens qui font gagner des points à leur équipe. Et ce genre d'arrêt-là, on les voit pas. On va voir Mandanda les faire, on va voir Navas les faire, ces arrêts où on pense qu'il y a but et que finalement non, il va sortir un superbe arrêt. Et on a envie qu'en fait que notre gardien il soit dans cette catégorie de gardien-là, et malheureusement c'est pas le cas. Donc, du coup, c'est vrai que la majorité des actions qu'a nos adversaires, il y en a peu et elles sont généralement plutôt favorables pour lui. Qui sera pour moi le 21e en tribune? Attendez, bah, je vais remettre, réafficher le groupe pour arriver à me rappeler. Pour moi, oui, c'est forcément en défense, parce que là, ça fait 8 joueurs défensifs. Ça fait beaucoup. Oui, parce qu'on a Disasi, donc Disasi Matsima, ça fait un doublon. Je pense pas qu'il y a forcément l'intérêt d'avoir deux défenseurs comme ça sur le banc. Donc je pense oui, il y a des chances pour moi aussi que ce soit Matsima qui soit sur en tribune sur ce match-là. Le compte, ça pose pas trop dans les surfaces, sur coup de pied arrêté notamment. Ouais, bah, au moins il sort, tu vois, on n'est pas sur un gardien un peu comme Subajit qui était un peu son gros défaut, c'est que Subajit c'est un très très bon gardien de ligne, et donc du coup il avait tendance à vraiment rester sur sa ligne et à très très peu sortir. Donc du coup dès qu'il y avait des coups de pied arrêtés, des corners, il sortait très rarement au point. Je trouve que le compte lui par contre voilà n'hésite pas à sortir.
ses sorties sont pas forcément toujours bonnes, mais voilà, c'est un gardien quand même qui ose sortir. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il est pas dans, son positionnement est des fois pas forcément très très bon, et surtout son anticipation. Je trouve qu'il a tendance à réagir un peu trop tard, dans la 4 secondes trop tard. Malheureusement, pour un gardien, c'est vraiment très très important. Je trouve qu'il n'arrive pas à voir et anticiper où va être la frappe. Et généralement, quand la frappe est partie, bah, si elle n'est pas du côté qui part, il se retrouve à faire comme ça et à encaisser le but, un peu comme contre Nîmes où la majorité des buts, il a fait que tourner la tête et à regarder, il n'anticipe pas la frappe. Voilà. Tu trouves qu'il sort pas beaucoup? Bah, je trouve, moi, sur sur les corners, on le voit quand même souvent aller chercher le ballon du point, quoi. Après, c'est pas évident, parce que ça dépend aussi comment tire l'adversaire les corners, hein, parce que du coup, si c'est dans sa zone, oui. Après, si ça commence à être au-delà de sa zone de gardien, c'est compliqué de faire des grosses sorties. Si c'est pour faire une cadague et se prendre un but de la tête derrière, ça sert pas à grand chose. Après, oui, c'est pas, si tu parles sur les actions construites, c'est pas lui qui va aller chercher, l'attaquant dans les pieds. Il va plutôt rester proche de sa ligne et essayer de couvrir lui bloquer complètement l'angle plutôt qu'aller monter sur lui tout de suite pour lui mettre la pression et aller dans ses pieds. C'est vrai que c'est rarement ce qu'il fait. Bravo pour ton taf, c'est génial. Bah, merci, ça fait plaisir. Pas mal de bons retours, pas mal de personnes qui, du coup, s'abonnent à ma chaîne, soit sur YouTube ou soit Twitch. Ça fait très, très plaisir. Et du coup, bah, ça pousse à faire ce genre de vidéos et un peu à les améliorer au fur et à mesure. Comme j'ai déjà dit, si vous avez des idées d'amélioration, des trucs que vous voulez voir, des stats différentes ou qu'ils affichent d'autres choses, n'hésitez pas. Moi, ça me fait très plaisir de faire ça et de le partager, le contenu derrière. Donc, ça ferait plaisir d'améliorer tout ça. Et dans le système de jeu, c'est important un gardien avec du pied. Oui, oui, bah oui, surtout oui, si on veut jouer assez rapidement, il faut un gardien qui soit plutôt bon de ce côté-ci pour arriver à lancer le jeu sur les côtés. C'est assez important d'avoir un bon gardien au pied sur une équipe surtout qui joue assez haut sur le terrain. Du coup, il n'a pas les défenseurs forcément très très près de lui, donc c'est sûr qu'il faut qu'il puisse être bon sur cet exercice-là. Et c'est pas forcément son point fort, mais bon, c'est toujours mieux aussi là aussi que Subasic qui avait un jeu au pied assez catastrophique quand il faisait des dégagements, c'était souvent qu'on le retrouvait en touche. Alors attention, Subasic, c'est un gardien que j'appréciais beaucoup, que je trouve qui était largement au-dessus de Lecomte sur ses meilleures années. Bien sûr, les dernières, c'était un peu plus compliqué. On pourrait croire que je l'apprécie beaucoup en le critiquant sur son jeu, sur ses sorties et sur son jeu au pied. Par contre, sur la ligue, c'est vraiment un gardien assez extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je peux y répondre sans souci. Dans le top 10, c'est probablement l'équipe avec le moins de pression, quatrième place quasiment assurée, et donc objectif presque atteint. Donc si on finit dans le top 3, c'est du bonus. C'est vrai que les 10 points, c'est vraiment très très important pour nous. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos, faut pas aller chercher le podium, faut surtout s'assurer de mettre les adversaires derrière nous à bonne distance, surtout qu'ils sont nombreux, donc à un moment donné, ils vont tous se rencontrer, commencer à s'annihiler et à perdre des points mutuellement. Donc c'est vraiment nous, si on peut enchaîner les bons résultats pour prendre un maximum d'avance pour s'assurer cette quatrième place qui est qualificative directement en Coupe d'Europe. C'est ce qui nous apporte surtout. Le bonus, ce sera d'aller chercher la Ligue des Champions ensuite et d'attendre les faux pas de nos adversaires ou les confrontations directes. Donc voilà. Oui, oui, je suis vraiment très content qu'on puisse maintenir cette quatrième place, même si l'objectif, c'est pas d'être européen, hein, c'est d'être dans le top 3. C'est ce qui avait été annoncé en début de saison. Les vrais objectifs de la SM, Kovac n'a pas l'air de dire qu'on joue le podium. Bah oui, bah pourtant, bah, je viens juste de le dire pour l'instant. Kovac, en tout cas, c'est ce qu'il avait annoncé, comme quoi l'objectif était le podium. Après, l'entraîneur, forcément, il voit pour l'instant les matchs les uns après les autres. Il va pas aller non plus s'enflammer à dire qu'on va aller jouer le titre ou aller jouer le podium. Forcément, je peux comprendre que Kovac attende aussi qu'on rencontre les grosses équipes pour pouvoir essayer de viser un peu plus haut. Mais on peut être certain que dans sa tête, c'est clairement le podium qui vise et qui veut se mettre en très bonne position pour aller affronter le PSG et d'essayer d'aller récupérer des points par. Que penser de Pellegrini et de Goebbels? Pellegrini contre Grenoble, même si j'ai vu le match assez rapidement, c'est quand même pas terrible. Je trouve qu'il est très très lourd. J'en avais déjà parlé. Pour moi, c'est un problème de surmusculation qu'il a fait pendant toute sa période de blessure. Donc il est vraiment devenu très très mastoc, très costaud. Par contre, je pense qu'il a énormément perdu en vitesse. Je le voyais sur le premier match, il avait fait avec Monaco un joueur assez rapide quand même. Je pense que du coup, pour s'être autant musclé, pour du coup, à mon avis, pour ses problèmes aussi musculaires, pour moins les avoir, du coup, il a perdu en vitesse.
c'est un peu regrettable. Du coup, c'est vrai qu'il est un peu lent sur le jeu. Après, je pense que c'est un joueur qui va falloir lui laisser du temps après toutes les blessures qu'il a eues, qui prenne du temps de jeu petit à petit, qui retrouve de la confiance, qu'il inscrive des buts pour revenir. Mais voilà, c'est un joueur sur lequel on va compter, on a eu plus dans l'avenir. C'est un joueur qui va être utilisé dans la rotation pour faire des bouts de match pour l'instant cette saison. On se posera vraiment la question l'année prochaine, on fera le bilan et voir si c'est un joueur à qui il faudra donner beaucoup de temps de jeu en le prêtant ou est-ce qu'il pourra continuer à être comme ça sur les trois attaquants, parce que du coup on va pas se reposer la question en fin de saison, Ben Yedder va-t-il rester et Jovetic va-t-il être prolongé? Donc est-ce qu'on comptera vraiment sur Pellegrini ou non? Euh, Un petit souci, c'est que le compte n'a pas la même concurrence qu'il y avait Subadjit, les numéros 2. Ah oui, c'est sûr que Subadjit, lui, il a eu vraiment des gros numéros 2. Et dès qu'il arrivait en Ligue 1, Subadjit, on lui a mis tout de suite un Valdés dans les pattes normalement pour lui dire, regarde, on va mettre un autre gardien meilleur que toi titulaire. Bon, ça s'est pas fait du coup suite à la blessure au genou de Valdés. Mais voilà, dès ses débuts, on lui a tout de suite fait comprendre qu'il allait devoir se battre pour garder sa première place. Et forcément, ça a aussi poussé à ce qu'il ait un si bon niveau, je pense. C'est vrai que pour l'instant, on a Madonné qui montre pas grand chose d'extraordinaire et que de toute façon, il a pas une carrière qui pousse le compte à se dire attention, j'ai un grand gardien derrière moi. Madjeki, c'est le petit genou et qui avait pas fait une grande première, beaucoup mieux contre Grenoble. Où, voilà, clean sheet et il a fait 2-3 arrêts de mémoire, pas extraordinaire, mais voilà, il a fait ses arrêts. Donc forcément, il n'y a pas une pression non plus super importante sur le compte. Mais je pense parce que l'année prochaine, par contre, elle risque d'arriver. Parce que je pense que si nous, on le voit, on n'est pas les seuls. Des gens comme Kovac et Mitchell le voient largement et se disent très bien que si l'année prochaine, on joue l'Europe, il faudra forcément avoir un gardien qui sera au top. Voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là, parce que du coup, ça fait un bon petit live déjà de 40 minutes. Il me reste à vous souhaiter du coup de suivre un très bon match cet après-midi en espérant une victoire, qu'on enchaîne, qu'on reste toujours ce club qui est invaincu et qui enchaîne les victoires en 2021. Ce serait quand même mieux, parce que quand on voit la bio que l'AS Monaco a mis, ce serait mieux de ne pas tendre la perche ou l'orienter pour nous la mettre. Voilà, donc je vous invite du coup à ensuite suivre le débrief de Radio Diagonale juste après le match ou un peu plus tard. On verra bien comment on va s'arranger. Mais en tout cas, il y aura un débrief, soyez-en rassurés. Merci à tous du coup, de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aussi qui sont abonnés à ma chaîne pendant cette vidéo. Ça fait très plaisir. Merci. Bonne journée à tous et à très vite.